Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, gros sujet, probablement le plus important et le plus intéressant, que ce soit en termes de progression musculaire ou en force, pour comprendre les mécanismes de la blessure et à peu près tout ce qui touche de près ou de loin à l'entraînement. Donc vous savez pour la plupart que pas mal de personnes commencent à calculer le tonnage, c'est-à-dire le total de charge soulevée sur la séance, sur un exo, sur la semaine, tu le déclines comme tu veux. Pour moi, le plus important étant celui sur la semaine et sur la séance, à utiliser combiné car ça donne une idée précise de pourquoi plus tard tu auras les effets que tu as eus et comment ton volume est réparti par séance, ce qui peut expliquer certains pics de forme ou inversement. Avec ça, on peut suivre la progression, la régression, établir des paliers à ne pas dépasser ou à absolument dépasser pour le picking, etc. Enfin, tout un tas de choses plus ou moins utiles. Ensuite, on sait qu'avec tout un tas d'études, il faut tant de séries, tant de répétitions, tant de fréquences par semaine pour prendre du muscle, etc. en moyenne, car oui, c'est individuel. Mais vous avez sûrement aussi entendu parler de certains sujets plus bizarres, comme les filles doivent s'entraîner plus que les garçons, mettre plus souvent lourd, les petits ont une meilleure récupération que les gros, plus t'es fort, moins tu t'entraînes, etc. Enfin, les gros, les grands quoi. Il y a du vrai, il y a du faux. Il y a aussi d'autres facteurs qu'on ne citera pas car c'est pas le sujet, mais une chose est sûre, il y a de la variabilité. Un tonnage chez un certain individu n'aura pas le même impact sur un autre individu. Sans parler du sexe, pourquoi il y a une différence? Bien, vous me direz sa taille, et pas celle du sexe. Donc oui, c'est vrai, mais si je prends deux individus de taille similaire, pourquoi l'un va très bien répondre à ce tonnage et l'autre pas si bien? Alors oui, on peut parler de technique, de génétique, tout ce que vous voulez, mais ici on veut isoler un point précis, la ROM. Mais il n'y a pas que ça. On va différencier deux types de ROM. La ROM générale, donc range of movement, donc la longueur du mouvement. En gros, c'est la distance que va effectuer la barre pendant mon mouvement. Donc on peut le faire sur une portion, l'excentrique par exemple, ou les deux, donc en multipliant par deux la phase de descente ou de montée. Je ne sais pas si c'est spécialement utile de le faire, peut-être dans le cas de la création d'un outil assez précis pour la gestion du volume, mais le fait est qu'il y a une distance et c'est littéralement la seule chose qui compte, ou en tout cas la plus importante. Dans le milieu où je travaille actuellement, pour calculer un volume, on doit faire la hauteur, fois le coefficient de forme, donc la décroissance métrique sur une certaine distance, fois la surface terrière, ce qui nous donne un résultat en mètres cubes. Il y a trois valeurs qui sont toutes les trois en mètres, ce qui nous donne un résultat en mètres cubes. Donc pourquoi on calcule un tonnage, donc un volume, sans la troisième valeur? Surtout que c'est la plus importante, c'est comme si on retirait la hauteur dans le calcul du volume. Il vous reste quoi? De nombres sans aucun sens, avec quoi vous ne pouvez rien faire puisque vous savez quelle charge est soulevée, combien de fois, mais vous ne savez pas sur quelle distance. Et croyez-moi, il y a une sacrée différence de traumatisme entre soulever plusieurs tonnes sur 10 cm ou sur 1 mètre. Donc le résultat sera bien évidemment exponentiel, d'où l'intérêt de prendre en compte ce facteur. Donc là, on a un outil assez incroyable qui permet de calculer le véritable volume soulevé par quelqu'un avec une réelle utilité, rien de fictif. Et donc là, voilà la différence, c'est qu'en fonction de votre taille, oui, mais de votre morphologie, votre ROM sera différente. Et donc le tonnage que vous aurez aura un impact différent sur votre muscle, témoignant d'une progression, une stagnation, une blessure, un sous-entraînement, un surentraînement, etc. Et pas que sur votre muscle, sur tout votre organisme en fait. Si vous commencez à créer un outil, si vous en avez le courage, ou simplement que vous commencez pour chacun de vos athlètes à faire ces calculs, au fil des blocs, vous verrez des changements s'opérer. Mais vous verrez aussi pourquoi en partie ces changements se produiront grâce à ces nombres. Enfin bon, je ne vais pas épiloguer, ceux qui ont compris voient l'importance de cet outil. On peut mesurer la ROM soit de manière simple avec l'outil qui mesure la vitesse des lifts que Matteo possède, mais qui coûte cher, soit ce que j'avais demandé à un de mes athlètes, de prendre son petit mètre et puis de mesurer la trajectoire de la barre grosso merdo. C'est pas super précis parce qu'avec certaines reps, vous aurez moins de tension, vous ne serez pas 100% régulier. On va pas commencer à faire chier pour 2 cm maximum sur 40 cm de ROM, au moins. Alors qu'il y a 5 minutes, on avait littéralement zéro distance pour le tonnage. Donc vous faites ça sur le bench, le deadlift et le squat et vous verrez que votre vie et l'interprétation de vos données va changer. La précision sera beaucoup plus forte. Et comme dit plus tôt, on peut très bien créer un outil, si on a la foi, qui peut calculer les ranges de volume les plus propices à la progression, à la régression, à la blessure en fonction de la ROM. Et ça, c'est pas compliqué, il faut juste des athlètes avec plein de ROM différentes. Vous partez sur une base de volume, vous descendez, vous voyez quand ils ne progressent plus et deviennent nuls, vous remontez, vous voyez quand est-ce qu'ils ont la plus grosse progression, vous continuez, et quand ils commencent à être ultra claqués et que des douleurs apparaissent, vous arrêtez. Et là, vous avez un tableau dégrossi de ça, vous avez des nombres précis, etc. Et vous l'avez pour différentes ROM. Donc quand un athlète viendra vous voir, vous aurez juste à mesurer sa ROM et vous saurez à peu près quel volume il pourra tolérer. Bien sûr, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, mais ils influent moins que la distance métrique effectuée.
Pour prouver ça, on va prendre un exemple très simple qui n'a rien à voir, donc qui n'est pas comparable en fait, mais on le fait quand même pour s'amuser, c'est pas le même domaine. Quand vous programmez de la course à un athlète, on est d'accord que vous prenez uniquement en compte la distance. Vous ne prenez pas en compte sa taille, donc au final, quand vous lui dites de faire 3 fois 800 mètres, vous ne lui dites pas de faire 3 fois 600 foulées s'il fait 2 mètres de haut ou 3 fois 900 foulées s'il fait 1,50 m. Pourtant, le nombre de foulées sera complètement différent, donc le nombre de reps effectués en tout sera bien différent. Donc les reps, ce sera les foulées dans ce cas-là. Sachant qu'à l'inverse, pour prouver mon point, si vous programmez aux deux 3 fois 1000 foulées, à la fin, il y en aura un qui aura fait 4,5 km et l'autre 2,4. On est d'accord qu'il y a quasiment le double de fait pour le même nombre de répétitions, donc l'impact sur l'individu qui fait 4,5 km sera nettement plus grand. Donc comme quoi, ce qui compte au final, c'est la distance, pas forcément le nombre de répétitions. D'où l'importance d'avoir le facteur distance pour apporter de la précision à la programmation et pas progresser à tâtons en augmentant les reps mais sans savoir l'impact que ça aura ensuite. C'est extrêmement simplifié, mais voilà à quoi pourrait servir un outil comme ça. Éviter les blessures, éviter la stagnation, comprendre d'où elle vient quand elle arrive, etc. Bien sûr, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Ça, c'est dans le cas où tous vos athlètes ont la meilleure technique possible pour chacun de leurs lifts. Sinon, la différence entre chacun va influer grandement sur le résultat car chacun a une morpho différente, des insertions différentes, etc. Donc pour la même taille, je parle. Là, on arrive sur la limite de cet outil. Mais c'est pas fini. La deuxième ROM dont je vais parler, c'est celle qui est le plus souvent responsable de la blessure, que ce soit de manière active ou passive. La ROM du muscle. Sur chaque mouvement de musculation que vous faites, vous étirez les muscles. Comme je ne l'ai pas encore dit dans mon autre vidéo qui n'est pas encore sortie, la meilleure technique possible, c'est celle qui va mettre l'accent sur rien, dans le sens où la tension va être répartie de manière homogène sur les muscles et sur les leviers. Pas les genoux qui avancent trop, pas les pieds trop écartés, pas les fesses trop en arrière, pas le buste trop droit ou trop penché, etc., etc. Pour le squat par exemple. En gros, on amortit le choc avec tout. Comme quand vous travaillez la chute au judo, on n'essaye pas de tout prendre sur un bout du corps, on s'étale bien pour amortir tout. Sinon, moins il y a de surface, plus l'énergie du choc sera concentrée et plus il y aura de dégâts. C'est pareil avec le mouvement. Si on cherche à limiter trop quelque chose, on va mettre l'attention sur le reste et inversement. D'où l'intérêt d'étaler la charge pour limiter non seulement le risque de blessure, mais aussi la perte de force. Car moins vos leviers sont contraints, plus ils sont forts. Moins votre muscle est tiré, plus il est fort, ou en tout cas plus il est tiré, plus il subit des contraintes. Donc l'arôme du muscle, c'est un concept, c'est pas aussi précis que l'arôme du mouvement. Donc la limite du calcul du volume rep fois poids fois ROM, c'est que vous avez un volume général qui s'applique à l'ensemble du corps, mais on ne sait pas si le corps est parti de manière homogène grâce à une technique efficiente, ou s'il est réparti de manière hétérogène, et du coup si certains muscles sont beaucoup plus contraints que d'autres. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui se voit à l'œil tout simplement. Une mauvaise technique ne veut pas forcément dire blessure, et on ne peut pas toujours visuellement voir le problème de la technique, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec un volume inadapté, et pas forcément inadapté pour la ROM entière, mais uniquement pour ce muscle-là, il y en aura une. Vous comprenez maintenant la différence, c'est que même si mon volume n'a pas l'air si énorme, si ma technique est naze et que je mets trop l'accent sur un muscle ou sur une région, le volume subi par ce muscle sera bien supérieur aux autres. Et donc la fatigue générée le sera aussi sur ce muscle. Et quand on a une seule partie qui est fatiguée mais le reste en forme, c'est là où quand on se blesse, on se dit j'aurais rien pu faire, alors que si, mais c'est sûr que tu l'as pas vu venir quoi. Vous verrez le reste dans la vidéo sur la blessure, mais voilà le principe de la ROM et du calcul du volume réel cette fois, en prenant en compte les trois facteurs, avec également pourquoi un squat chez un mec qui fait 2 mètres et quelqu'un qui fait 1,50 m, c'est pas pareil. On peut maintenant supposer beaucoup de choses sur la capacité à tolérer du volume en fonction de la taille, du sexe, il y a une virgule entre les deux, de la masse musculaire, etc. Ça n'a relativement peu d'intérêt maintenant qu'on a des outils précis, mais on peut très bien extrapoler des cases. Plus tu es fort, plus tu génères de la fatigue. Plus tu es grand, plus tu génères de la fatigue avec une ROM proportionnelle. Plus tu es grand, plus tu vas avoir de traumatisme sur un mouvement donné avec une ROM proportionnelle à quelqu'un de plus petit. Musculaire, articulaire, etc. Parce que oui, si vous avez des micro-ROM car avantage morphologique ou technique bizarre, vous n'allez pas forcément être contraint par votre taille. Puisque quand je parle de taille, c'est avec l'hypothèse que la ROM sera grande. Mais par exemple, en fonction de la taille et la morpho, sans même encore analyser le mouvement, on peut deviner certaines tendances. Voilà pour cette histoire de ROM et de volume. Alors je vais rajouter une petite morale à la fin de mes vidéos maintenant pour apporter plus de nuances. Une fois de plus, c'est un outil. Une fois de plus, c'est un détail si on le prend en compte dans l'ensemble de ce qui fait une progression.
Cependant, c'est l'un des plus gros détails selon moi, et si vous demandez à chacun de vos athlètes, une fois que la technique est acquise, de mesurer sa ROM sans forcément investir dans les appareils à 300 balles, votre vie va être infiniment simplifiée, et vous allez lui épargner de nombreuses situations désagréables. Après, pour comprendre l'enjeu, il faudra déjà être un bon coach et comprendre ce qu'implique une bonne technique au long terme, ou pour encore apporter de la nuance, comprendre quels sont les défauts de la technique utilisée et les prendre en compte dans la gestion du volume pour s'épargner des blessures. N'hésitez pas à laisser votre avis. Je n'ai personnellement pas d'intérêt à faire du contenu à guicheur, car je ne coach qu'un nombre très restreint d'athlètes et que je n'en prendrai pas d'autres avant un moment. Donc prenez ces vidéos pour du simple bénévolat, pour transmettre des choses intéressantes à ceux qui tendent l'oreille et qui sont capables de reconnaître des informations utiles et de qualité. Et puis si ça peut bénéficier à mes deux comparses, Mathéo et Jérémy, qui font un travail de qualité, tant mieux. Donc je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.